Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La vaccination contre le Covid-19. Vous le savez, la campagne s'est élargie la semaine dernière aux personnes de 55 ans et plus. Parmi elles, les agents de police, les gendarmes, les enseignants, les ATSEM, les AESH ou encore les professionnels de la petite enfance sont considérés comme prioritaires. Un créneau spécifique leur était réservé pendant 2 jours au CHD de La Roche-sur-Yon. Une opération appelée à se renouveler tous les week-ends. Je suis prof dans un lycée, je suis en contact avec des adultes et des adolescents. Je pense que ça fait un bout de temps qu'on aurait dû être vaccinés parce que c'est bien beau de nous faire travailler en classe entière. À côté de ça, il faut peut-être mettre les moyens pour que les gens ils travaillent en sécurité. Un ouf de soulagement, parce que c'est vrai qu'on stresse un peu avec les enfants, puis les parents quand on les accueille, quoi. Il y aura d'autres opérations ponctuelles les week-ends prochains, notamment dans la perspective de la réouverture des établissements scolaires. Et elle est donc en particulier destinée au personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement privé. Des propos recueillis par Alix Lanos et près de 500 personnes ont été vaccinées. Une injection de vaccin dont ont bénéficié une grande partie des plus de 75 ans dans le département. Une génération souvent sollicitée pour garder les petits-enfants, d'autant plus en cette période de vacances scolaires. Les liens intergénérationnels ont parfois souffert de la crise sanitaire ces derniers mois. Chaque famille tente de s'adapter. Exemple avec cette grand-mère que Marie-Aimée Copleutre a rencontrée. Pour cette grand-mère, Martine Ronayette, la situation sanitaire ne l'empêche pas de garder ses petits-enfants pendant les vacances scolaires. Vaccinée, elle les reçoit dans sa maison. Je continue de les garder 1 semaine sur 2. Je n'ai pas eu de crainte par rapport au virus. J'ai eu les craintes comme tout le monde, mais avec des petits-enfants qui n'étaient pas malades, des parents qui n'étaient pas malades, j'ai pas voulu sombrer dans la psychose. Avant de continuer à les garder, elle a longuement réfléchi. En prenant les précautions nécessaires, elle a jugé bon de ne pas arrêter ses relations familiales. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut prendre des décisions. Est-ce que je m'expose? Est-ce que je ne m'expose pas? Est-ce que c'est dangereux pour moi, pour mon entourage? Le raisonnement qu'on peut tenir, c'est est-ce que pendant 1 an ou voire plus, on va être privé de toutes nos relations. Donc on a opté pour continuer comme avant, avec des précautions, avec en partie des gestes barrières autant qu'on peut. Voilà. La fermeture des lieux culturels réduit les activités. Elle ne peut plus emmener ses petits-enfants au cinéma, au musée ou à des clubs de bricolage pendant les vacances. Les activités sont beaucoup plus compliquées. On ne peut plus rien faire de culturel, ce qui est très dommage. Et donc, on s'oriente plus sur des balades, forêts, plages, mais ça ne remplace pas toutes les activités stimulantes pour l'esprit. En attendant le retour dans les classes pour 12 millions d'élèves, le repos chez les grands-parents reste pour ceux qui le peuvent un moment de partage intergénérationnel essentiel. Des petits-enfants chez les grands-parents donc, et des parents libres pour travailler en télétravail quand cela est possible. Depuis le début de la pandémie, les espaces de coworking sont particulièrement sollicités. Ces lieux partagés permettent d'offrir une connexion Internet et de rompre l'isolement des télétravailleurs. À Noirmoutier, un nouvel espace de coworking vient d'ouvrir. Il est notamment fréquenté par des salariés venus de régions parisiennes. Reportage, Pierre Dalissu. Le silence, le soleil, l'air marin... 3 ingrédients qui semblent être parfaits pour le télétravail. Cet espace de coworking a tout pour plaire. Cette habitante de Noirmoutier et travailleuse indépendante est ravie de pouvoir venir travailler ici, surtout en ce moment. Moi, je suis d'ici et en ce moment, j'ai ma petite puce de 21 mois à la maison et mon compagnon qui ne travaille pas en ce moment. Donc la maison commence à être un petit peu petite pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir un endroit un peu studieux, un peu à part, où ça permet de mieux se concentrer, quoi. Cet espace a ouvert début avril et le planning des réservations est presque plein tous les jours. Depuis l'annonce du confinement, de nombreux salariés des grandes villes sont venus se mettre au vert. Cet habitant de la région parisienne est venu avec sa famille.
Ça me permet de changer d'environnement de travail et aussi d'expérimenter un cadre vraiment propice. J'ai déjà un petit peu l'habitude des espaces de coworking. Et puis, donc l'occasion pour moi à la fois de pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions professionnelles et puis de venir se mettre dans un autre contexte, un autre environnement avec la famille. Comme ça, les enfants profitent bien, parce que c'est leurs vacances aussi. Donc on a eu l'occasion de pouvoir choisir cette destination le soir même après l'annonce de notre président. Cet espace accueille un nombre restreint de clients. La gérante a dû s'adapter aux mesures sanitaires, mais n'a aucune crainte, au contraire, pour la suite de son activité. Je pense que maintenant, les gens, au lieu de venir juste un week-end à Noirmoutier, vont profiter d'un espace comme celui-là pour passer 4 jours ou une semaine, en sachant qu'ils ont un endroit où ils peuvent aussi télétravailler. En fait, le télétravail, maintenant qui est proposé dans le cadre du confinement depuis 1 an, va après devenir une norme où en fait chaque entreprise va être aussi obligée de proposer du télétravail à leurs employés. Reste malgré tout pour certains de ces salariés en télétravail à se préparer à un retour dans leur entreprise, peut-être loin, très loin de ce cadre idyllique. Vous avez peut-être reçu un courrier ou un email des impôts pour le signaler. La campagne de déclaration des revenus est ouverte. 397 000 foyers fiscaux sont concernés en Vendée. Date limite pour finaliser cette déclaration de revenus le 20 mai pour le formulaire papier pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Le 8 juin à 23h59 pour la déclaration en ligne. Écoutez le directeur départemental des finances publiques. Cette année, ce ne sont pas des nouveautés très importantes par rapport aux autres années. Donc on peut signaler la déclaration unique des indépendants. On peut signaler aussi le déploiement à grande échelle de la déclaration automatique, donc où les gens n'ont pas besoin de venir déposer leur déclaration. Ils contrôlent les chiffres, ils les valident et ensuite ils ne font rien. Et c'est l'administration qui leur enverra ensuite, au mois de juillet, un avis d'imposition, de non-imposition. Voilà les principales nouveautés. En sport, en cyclisme, la 49e édition du Tour de Vendée, initialement prévue le 3 octobre prochain, est reportée au week-end suivant, le samedi 9 octobre. Décision annoncée ce lundi par les organisateurs qui ont pris acte du report de Paris-Roubaix, repositionné début octobre. Des organisateurs qui évoquent une concurrence déloyale et déplorent le manque de concertation de l'UCI. Le décalage de la course au 9 octobre permettrait ainsi au Tour de Vendée de garder une certaine attractivité auprès des équipes invitées et des médias. Départ toujours prévu aux Herbiers, arrivée à La Roche-sur-Yon, mais en dehors du centre-ville. Toujours à propos de sport, focus sur cette initiative solidaire. Baptiste Chartier s'est lancé un défi au profit de la Ligue contre le cancer. Il devait initialement parcourir 210 km le long du littoral vendéen. Mais avec les nouvelles restrictions sanitaires, il a dû adapter son parcours dans un rayon de 10 km autour de son domicile. Le Vendéen, qui travaille au sein d'un service de radiologie, a remis hier un chèque à l'antenne départementale de la Ligue contre le cancer. On a tous un petit peu en fait au niveau familial, amical, quelqu'un qu'on connaît, son voisin, un collègue qui est un peu touché par cette pathologie et c'est vraiment quelque chose qui m'est venu directement en premier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu soutenir cette cause. On en est arrivé à 3 144,50 €, donc je suis très content, très surpris aussi parce qu'il y a eu un bel engouement sur les derniers jours pendant le projet et donc ça a permis de collecter tout ça pour l'association et c'était vraiment super. Chaque antenne propose des ateliers qui sont gratuits pour les malades. Je peux parler de Chaland, on a proposé de la sophro, du qigong, de la relaxation. On va également proposer de l'aquagym. Ces ateliers sont gratuits pour les malades. Par contre, la personne qui les entoure, c'est un professionnel. Donc la Ligue doit rémunérer ce professionnel, le sophrologue, voilà. Direction pour terminer les marais de l'île d'Olonne. C'est l'une des zones de production de sel dans le département. La récolte débutera une fois que le beau temps et la chaleur seront au rendez-vous. En attendant, les sauniers s'activent en remettant en état les salines. Il s'agit notamment de retirer la vase qui s'est accumulée cet hiver dans les œillets. Explication, Alexia Janet. Après 4 mois passés sous l'eau, les marais salants se découvrent peu à peu. Avant la saison de la récolte, les bassins doivent être entièrement vidés de la vase qui s'est accumulée pendant plusieurs mois. Si je pousse ma scie-mouche, qui va servir pour le nettoyage, je vais pousser un mélange d'algues et de vase
Mais très vite, après, je retrouve mon socle argileux qui est très dur au fond. Si on laissait les bassins tels quels, eh ben, on verrait que très vite, on aurait une couche de vase très importante, avec beaucoup d'algues aussi. Dans les derniers bassins du circuit d'eau, ben, tout de suite, on est sur des bassins de récolte. Donc là, il faut qu'on soit sur des fonds de bassins qui soient très propres. Donc on a besoin d'avoir une argile pure qui soit bien au fond, assez dure, assez consistante, qui nous permet ensuite de lessiver notre sel avec une eau qui soit toute propre. Et si on a un fond vaseux, bien sûr, on aura une eau très trouble avec un sel qui sera très sale à la fin. Dévaser, mais aussi remettre en état les chemins qui ont subi l'érosion avec les pluies et le froid cet hiver. On récupère de la bonne argile pour pouvoir refaire des chemins et renforcer justement le canal. On est en train de faire une amélioration en fait du marais tel qu'il était autrefois, où il faut faire des chemins assez forts qui puissent tenir dans le temps. Et là on est sur de la très très bonne argile. Ici naturellement on peut avoir entre 5 et 10 mètres de profondeur d'argile un petit peu partout. Ici, il y a 60 haies à remettre en état et seulement 4 sauniers sur l'exploitation. Un travail de longue haleine qui durera jusque fin mai, en sachant qu'absolument tout est fait manuellement. C'est et l'inconvénient du marais salant et en même temps son gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut vivre du marais salant sans avoir d'outils mécaniques et sans avoir des outils de travail qui soient coûteux finalement, parce que c'est que du travail manuel. Et c'est ce qui nous permet justement de réussir à en vivre finalement. On n'a pas d'investissement, on n'a pas de frais qui finalement pourraient nous empêcher d'en vivre convenablement. C'est la dernière étape avant le début de la récolte en juin, la plus grosse saison pour ces sauniers qui produisent près d'une 40aine de tonnes de sel chaque année. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.